Bonjour à toutes et à tous. Valérie m'a lancé un défi, donc elle m'a appelé il y a quelques mois en me disant bah voilà, j'aimerais que tu réfléchisses autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi moi sur ce sujet-là? Alors je ne suis pas du tout une spécialiste de l'intelligence artificielle. Par contre, je développe une expertise et j'essaie de comprendre. Je suis notamment donc professeur associé à Schema et expert APM, donc je vois beaucoup de dirigeants, j'en ai vu 2500 en 5 ans. J'essaie d'imaginer en fait l'impact des usages et pratiques des technologies sur les business models traditionnels. Donc nous avons démarré ces petits déjeuners il y a 4 ans avec le 2.0, ensuite avec l'impression 3D, l'Internet des objets l'année dernière à Paris et cette année l'intelligence artificielle. Donc c'est important de comprendre qu'aujourd'hui les métiers ne vont pas disparaître, mais la façon dont les entreprises vont créer de la valeur, partager et capter cette valeur va évoluer tous les 2 ou 3 ans et c'est fortement effectivement influencé par l'essor et les usages des nouvelles technologies. Donc pour la partie intelligence artificielle, j'ai essayé de dégrossir effectivement cette science. Vous verrez qu'il n'y a pas réellement de consensus. On a la chance d'avoir 2 experts avec nous qui pourront aller beaucoup plus loin dans l'explication de ces différentes pratiques. Alors, l'intelligence artificielle s'inscrit dans une transformation digitale et numérique des entreprises. Alors, j'ai récupéré ici donc une analyse du Syntec numérique de 2017 et ils ont classé en fait par ordre d'importance et par ordre de potentialité d'évolution différentes composantes de la révolution digitale et notamment pour retravailler sur le rôle des acteurs du numérique. Alors on voit bien effectivement qu'on a 9 innovations majeures en fait qui ressortent de cette transformation digitale. Alors les slides seront disponibles, parce que je vois que certaines personnes prennent des photos. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'intégralité des slides. Elles sont déjà en ligne, parfait. Donc on a effectivement le socle, on a le socle qui est le cloud. Sans ce socle aujourd'hui, on pourrait difficilement faire converger ces différentes technologies. Alors on voit qu'on a effectivement l'Internet des objets, le big data, on va revenir là-dessus, la blockchain, on en a parlé tout à l'heure, Fast-IT, c'est tous les systèmes d'IT en fait qui sont agiles et qui répondent aujourd'hui aux besoins de flexibilité des organisations, l'Open API aussi, donc qui permet à un moment donné d'avoir des interfaces qui mettent à disposition des données pour des tiers. Et vous avez aussi bien sûr la chaîne 3D. Alors on y met dedans l'impression 3D, mais c'est tout ce qui est numérisation des données. Donc on a cet écosystème où on voit apparaître l'intelligence artificielle. Et vous voyez que selon le Syntec numérique, l'intelligence artificielle va prendre une importance assez considérable. Et Eric vous expliquera aussi que aujourd'hui, on a de la difficulté à faire la différence entre big data et intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, on le verra, est un élément qui va nous permettre de traiter différemment et d'exploiter différemment aujourd'hui les données. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que moi, quand je travaille sur l'usage des technologies, je travaille rarement, bon, sauf quand c'est sur un petit déjeuner, sur une seule technologie, parce qu'aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant à regarder, c'est la convergence de ces technologies entre elles et les adhérences qui existent entre ces différentes technologies. Par exemple, aujourd'hui, le fait qu'on puisse imprimer en 3D des puces RFID, de la connectivité, ça nous permet effectivement de faire des objets connectés, intelligents, complexes, sur mesure, légers. Donc c'est cette convergence. De la même façon, pour le bâtiment intelligent, on a aujourd'hui une convergence entre l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, et c'est cette convergence et ces adhérences qui vont permettre de trouver des sources de création de valeur extrêmement pertinentes pour l'ensemble des secteurs d'activité. Alors, l'intelligence artificielle, je ne connaissais absolument rien à l'intelligence artificielle il y a 3 mois, donc j'ai écouté énormément de conférences. On a beaucoup d'experts en France. J'ai beaucoup discuté avec Edwin et Eric qui ont essayé effectivement de m'expliquer un peu ce qu'il en était. Donc je vais vous dresser en fait quelques grandes définitions. Alors toujours je parle sous contrôle effectivement d'Eric et d'Edwin. Alors globalement, même s'il n'y a pas réellement de consensus, vous verrez que c'est quand même assez frappant. L'intelligence artificielle, en plus, je me suis rendu compte, et c'est vrai qu'ils avaient un peu raison, ça fait l'objet de nombreux fantasmes, on dit un peu tout et n'importe quoi. Il y a pas vraiment de définition exacte et de consensus scientifique et académique autour de l'approche de cette science. Mais globalement, quand même, on peut dire que l'intelligence artificielle est une discipline scientifique relative au traitement des connaissances et du raisonnement. Globalement, pour faire simple, c'est comment nous rendons les machines intelligentes. On verra ce que l'on met sous le terme intelligence, et je ferai tout à l'heure une différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit en fait, et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'appréhender la science
sens d'intelligence artificielle, c'est que finalement, l'intelligence artificielle est ni plus ni moins qu'une combinaison d'approches issues de l'informatique, hein, puisque j'ai écouté effectivement des professeurs d'informatique, notamment M. Delaunay dans la région, en sciences cognitives, en sciences des données, en mathématiques, en statistiques. On a Edwin est mathématicien. On a effectivement tout un ensemble en fait de sciences qui permettent de travailler sur la reconnaissance, sur la mémoire, sur le langage, sur la praxis, sur le raisonnement. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de comprendre pourquoi on est sur une vision assez floue aujourd'hui de ce qu'est l'intelligence artificielle, du moins on a de la difficulté à la définir. Alors globalement moi j'ai trouvé ça intéressant, on a Nielsen en 2010 qui quand même rajoute en fait une composante qui pour moi en sciences de gestion prend tout son sens, c'est de permettre à une entité de fonctionner correctement en accord avec son environnement. Et on verra que l'environnement, hein, qu'il soit effectivement humain ou autre, a un rôle à jouer important effectivement dans le phénomène d'appropriation de l'intelligence artificielle. Alors globalement, comment j'ai dû décortiquer ce sujet, parce que n'oubliez pas que le challenge que m'avait lancé Valérie, c'était de mixer ce sujet avec le Muses model, puisque personne ne l'a jamais fait. J'ai absolument pas trouvé d'études aujourd'hui qui permettent de voir en quoi l'intelligence artificielle a une incidence sur les modèles économiques des entreprises. On travaille un peu sur le futur de l'intelligence artificielle, sur les impacts, sur son impact au niveau de l'économie, mais rarement effectivement au niveau de la modélisation, de la création, de la captation et du partage de valeur. Alors pour essayer d'entrer effectivement sur les différents modèles économiques, je me suis rendu compte, et ça c'est assez intéressant parce que en 2017, j'étais hier encore avec des dirigeants, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quels que soient les secteurs d'activité, la notion d'usage est extrêmement importante. C'est la notion d'usage aussi bien dans l'industrie, dans le service, dans le retail, qui aujourd'hui va être en fait le cœur de la réflexion en termes de modèles économiques. Et on s'aperçoit finalement, quand on travaille sur l'intelligence artificielle, je parle toujours sous le couvert des deux spécialistes, que globalement, on a une définition spécifique à chaque cas d'usage et que les cas d'usage sont extrêmement importants puisqu'il s'agit de combinaisons de techniques, d'approches et de champs d'application. Alors cette définition, elle est assez intéressante, elle fait partie en fait de la synthèse. Il y a une grosse synthèse sur l'intelligence artificielle qui a été sortie effectivement par le gouvernement en mars 2017, qui est extrêmement intéressante. Je vous invite à la consulter. Et on s'aperçoit finalement que dans l'intelligence artificielle, il y a différents champs d'application. Alors on a des champs d'application qui concernent la mémoire, les connaissances, les algorithmes de l'IA, l'aide à la décision, l'apprentissage automatique, la vision et la reconnaissance d'images, le traitement automatique du langage, la robotique, avec l'interaction homme-machine, l'analyse et production automatique de contenu, les systèmes multi-agents. Et on s'aperçoit finalement que pour entrer sur les modèles économiques, il est intéressant effectivement de voir en quoi ces cas d'usage vont permettre de générer de la valeur dans des secteurs d'activité très variés. Alors je n'ai pas trouvé de secteur d'activité qui n'était pas aujourd'hui concerné par l'intelligence artificielle, même si on en est effectivement au début, on verra ça. La santé est très concernée, le transport et la mobilité, oui, il faut savoir que la voiture autonome est considérée par les spécialistes comme effectivement le cas d'usage le plus avancé en intelligence artificielle, même si on est loin quand même de ce que nous disent les médias, on en parlera tout à l'heure. L'immobilier joue un rôle très important et c'est là qu'on a une convergence effectivement entre l'internet des objets, les infrastructures connectées et les composants de l'intelligence artificielle, les services. Eric nous parlera du secteur bancaire et j'ai fait une extrapolation sur le secteur bancaire. Hier, j'ai rencontré le directeur du CIC qui, c'est une des seules banques qui communique. Ils utilisent aujourd'hui Watson dans leur processus de décision. Donc c'est assez intéressant aussi dans les services de banque assurance. Le retail est très concerné, extrapolation aussi sur le retail. L'industrie, bâtiment, médias, juridique. Alors j'ai rencontré un avocat hier qui me dit comment va-t-on faire? Aujourd'hui on nous parle d'algorithmes de jurisprudence. Est-ce que ça va modifier les métiers? Donc je n'ai pas trouvé un secteur d'activité aujourd'hui qui était épargné effectivement. Alors sens positif du terme, parce que c'est quelque chose qui va générer énormément d'opportunités de développement pour moi et de croissance. Alors les spécialistes annoncent à peu près 14% de croissance ici d'ici 2020 et avec des chiffres assez impressionnants dans le développement de ce secteur d'activité. Alors ce qui est important vraiment, et c'est pour ça que je comprends pourquoi Eric associe aussi très très fortement Big Data et intelligence artificielle quand on en a discuté, la donnée est fondamentale et ce qui est intéressant c'est quand on travaille en intelligence artificielle, j'ai eu l'impression au travers de mes différentes recherches pendant 3 mois, qu'on donnait une nouvelle conscience, on avait une nouvelle conscience de l'importance des données. Parce que ce sont vraiment des algorithmes qui vont permettre effectivement de travailler différemment et d'exploiter, de valoriser de la donnée. Donc la donnée est extrêmement importante. Alors pourquoi on parle autant d'intelligence artificielle alors que ça date des années 50 parce qu'aujourd'hui on a des technologies qui nous permettent de traiter des masses de données extrêmement importantes et qu'on a effectivement aussi l'émergence de l'IoT, l'Internet des objets, qui va générer énormément d'informations
d'information. Donc on a le cloud aussi qui permet de travailler l'ensemble de ces technologies. Donc c'est pour ça que sans le cloud, on n'aurait pas ce socle qui permettrait de travailler sur cette exploitation de données. Donc la digitalisation des entreprises, la digitalisation que l'on vit aujourd'hui, la transformation numérique est un accélérateur de l'IA. Ça c'est vraiment quelque chose d'incontestable aujourd'hui. Par contre, attention, moi j'ai fait en fait le forum numérique 2067 de l'INRIA donc au mois d'octobre. Je vous invite à lire en fait les travaux de Noza Boujema, qui est la directrice de recherche de l'INRIA, qui travaille vraiment aujourd'hui sur la non-véracité des données, et pour elle, elle explique vraiment de façon très pertinente en quoi la non-véracité des données peut être un risque mortel dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc la donnée, elle est extrêmement importante. À partir du moment où la donnée est erronée, où il y a un manque de véracité de la donnée, ça peut avoir des conséquences extrêmement dommageables, voire extrêmement dramatiques, si on est dans le domaine de la santé ou dans le domaine, voilà, dans des domaines qui sont des domaines assez spécifiques. Alors, qu'entend-on par intelligence artificielle? Alors c'est là où effectivement on s'aperçoit que il y a des fantasmes quand même assez, je veux dire assez importants autour de cette intelligence artificielle. Alors vous savez que ça divise même en fait des acteurs extrêmement importants, hein, comme le directeur général de Tesla qui s'oppose à celui de Facebook. Il y en a qui disent que ça va être une menace existentielle pour l'homme, d'autres qui disent que ça va être au service de l'homme. On en est loin, hein, pour en avoir discuté avec les experts, on est loin effectivement de ces fantasmes-là. Alors par contre, ce qui est important, c'est de bien faire la différence entre le cerveau humain, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que pour l'instant, il y a un gap qui est quand même relativement important. Alors ce qui est important dans le cerveau humain, globalement, quand on a aussi quelqu'un qui est un spécialiste, hein, Yann Lequin, j'ai écouté ses vidéos, qui est dans la région, qui est un spécialiste du deep learning, qui explique bien en fait que, et tous les spécialistes s'entendent sur le fait que la plasticité du cerveau humain n'est aujourd'hui pas imitable. On ne connaît pas suffisamment le cerveau humain pour l'imiter. Donc globalement, alors ils prennent souvent l'exemple de l'avion et de l'oiseau. Hein, ils disent que on s'inspire en intelligence artificielle du cerveau humain, mais on ne l'imite pas. Donc ça, c'est fondamental. Vous allez voir déjà le fait de ne pas imiter le cerveau humain, mais de s'en inspirer. Hein, donc on n'a pas reproduit un oiseau, on a fait un avion qui volait, mais on n'a pas reproduit un oiseau. Donc j'ai 3-4 experts comme ça d'intelligence artificielle qui reprennent en fait cette image-là, qui est assez intéressante. Donc ce qui est important dans le cerveau humain, c'est effectivement ce qui caractérise l'intelligence humaine, c'est déjà une intelligence générale, une intelligence conceptuelle. Multidimensionnel et non multidimensionnel, il n'y a pas vraiment de consensus hein, au niveau de la recherche. Il y a des chercheurs qui disent qu'on a une forme d'intelligence, d'autres qui disent qu'on a une intelligence multidimensionnelle, mais tous s'entendent sur notre capacité à arbitrer, sur notre capacité à réfléchir, sur notre capacité à se projeter sur un plan spatio-temporel. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important pour l'intelligence humaine. Donc on a une capacité d'adaptation qui est extrêmement importante. À l'exemple de la voiture autonome dont je vous parlais tout à l'heure, alors on nous dit la voiture autonome est capable de rouler des milliers de kilomètres sans chauffeur. Et quand on creuse, quand on écoute les spécialistes, on s'aperçoit finalement que la voiture autonome, globalement, elle va analyser une situation, mais en terrain connu. Je veux dire, si à un moment donné, elle arrive devant une situation qu'elle ne connaît pas, la voiture va s'arrêter. Alors que nous, les chercheurs expliquent bien qu'on va voir que le sol, c'est une tache et c'est pas un trou. On est capable à un moment de nous, en tant qu'humains, de repérer en fait des régularités dans une situation et de tirer parti de ces régularités pour s'adapter aux situations. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement important parce que c'est vraiment la différence majeure entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, là aussi, même encore maintenant, hein, voilà, il n'y a pas réellement de consensus dans la définition de 3 composantes de l'intelligence artificielle. Alors sur la partie technique, hein, vous pourrez les chahuter un peu plus tout à l'heure parce que là, moi, je vais déjà vous dire ce que moi j'en ai compris, d'accord? Alors on a effectivement des systèmes experts. Alors système expert, certains disent que par exemple Watson est un système expert, d'autres disent qu'il y a des composantes que c'est du machine learning. Il n'y a pas réellement de consensus. Les systèmes experts, on est effectivement dans des puissances de calcul, d'algorithmes, hein, ils vous expliqueront ça de façon plus précise. Alors par contre, ce qui est assez intéressant, c'est effectivement le gap qui a été créé entre le machine learning et le deep learning. Alors au travers de ce que j'ai pu comprendre, le machine learning, c'est finalement l'ensemble des méthodes
qui vont être au service de la science de l'intelligence artificielle. Alors certains disent effectivement que le machine learning permet à des machines de fonctionner sans être programmées, d'autres non. Donc il n'y a pas de consensus par rapport à ça. Par contre, au niveau du deep learning, hein, c'est ce que nous avaient expliqué les experts ici, le deep learning, c'est on passe en fait sur un réseau de neurones artificiels, et au travers de ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'effectivement en deep learning, on va être capable, et ça a été un gap hein, selon ce que m'expliquait Eric, en 2012-2013, on a été capable de travailler à la fois des données structurées et des données non structurées. C'est-à-dire que le deep learning permet de traiter des images, de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance de formes, et vous allez voir que ça a un impact important sur les modèles économiques parce que ça permet de développer des cas d'usage relativement importants. Alors ensuite, on a effectivement faible versus forte, vous entendez ça dans les médias. Globalement, au travers de ce que j'ai entendu, la forte n'est pas là pour l'instant, n'existe pas. Je pense qu'il y a encore un bon nombre d'années avant qu'elle n'arrive. Et on fait aussi la différence entre supervisé, non supervisé et par renforcement. Ils pourront vous donner un peu plus d'explications. Supervisé, la machine réagit, désolé hein, messieurs, je le fais de façon simple, la machine réagit, mais la logique d'apprentissage repose sur un nombre d'exemples que vous-même avez effectivement inculqué à la machine. La non supervisée, elle va être capable de travailler sur des données qui ne sont pas forcément et de leur donner un sens et de les structurer. Et par renforcement, ça va être de l'itération par effectivement expérience. Donc il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est la logique de la marche, où effectivement un robot va marcher, si la marche n'est pas bonne, il va y avoir une sanction, il va par itération, il va réadapter sa marche. Donc là, on aura des explications plus scientifiques tout à l'heure quand on en parlera avec eux. Mais voilà un peu globalement. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant parce que quand on nous dit bah Watson c'est de l'intelligence artificielle, d'autres disent bah non, ce sont des systèmes experts, donc c'est assez difficile. Par contre, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de machine auto-apprenante et que globalement le mythe de l'intelligence artificielle qui dépasse l'homme et qui imite l'intelligence humaine, on en est pour l'instant loin. Même s'il y a des capacités de traitement de l'information, la puissance de calcul, des algorithmes qui permettent de travailler sur du prédictif, mais on en est quand même relativement loin. Alors, ce qui est intéressant en sciences de gestion, c'est que nous on travaille, enfin je dis moi, mais quand je travaille sur une technologie, encore hier, hein, j'explique toujours que pour moi il y a 3 composantes. Je suis pas ingénieur, la technologie ne m'intéresse pas. Alors je rentre dans la technologie, mais je rentre sur les cas d'usage liés à cette technologie. Donc en fait, pour moi, pour qu'une technologie effectivement devienne une véritable innovation hein, au sens modèle économique, il faut déjà qu'elle soit appropriée. À la fois appropriée par le BI, donc les acteurs professionnels, d'accord, et appropriée par les utilisateurs, par le SI. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est complètement lié à des cas d'usage. L'appropriation va s'accélérer si les usages effectivement sont évidents et pertinents effectivement pour les utilisateurs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'intelligence artificielle, on s'aperçoit qu'il y a des diffusions comme ça progressives des cas d'usage. Alors on avait dans un premier temps des cas d'usage autour de la mémoire, de la connaissance avec les systèmes experts, et on commence à aller vers des cas d'usage. Vraiment la notion d'usage elle est importante, vous allez voir après dans les modèles. Hein. Perception et expression, donc les assistants vocaux, les chatbots, les systèmes de reconnaissance visuelle, les véhicules autonomes. Donc on est dans l'obligation de prendre l'intégralité, ce panorama de cas d'usage, pour voir si effectivement l'appropriation va se faire. Et encore hier, on en discutait donc avec des personnes du secteur bancaire. Il y a par exemple une appropriation très difficile de la part des salariés. Parce que beaucoup de salariés aujourd'hui estiment que l'intelligence artificielle va leur prendre leurs emplois, alors qu'au contraire, ce sont aujourd'hui des systèmes qui vont leur permettre d'optimiser le processus de décision, de gagner du temps et de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et on a bien sûr la notion d'acceptabilité sociale. Très importante, si on est par exemple dans le domaine médical, même si on a des algorithmes aujourd'hui qui vont nous permettre de faire du diagnostic médical. Après, il y a un véritable choix sociétal et politique. Va-t-on renoncer au médecin? Quelle est la place du médecin? Donc, il y a à la fois la technologie, l'appropriation, l'acceptabilité sociale, et c'est bien la trilogie de ces 3 composantes qui vont permettre de voir effectivement quelle va être la diffusion de l'intelligence artificielle dans les différents secteurs d'activité. Alors, ce qui est intéressant, première chose, c'est dans les smartphones. Alors, j'ai récupéré cette étude-là de façon très rapide, hein, vous l'aurez les chiffres, mais c'est pour voir que à un moment donné, il y a quand même des écarts. Alors là, pourtant, c'est le smartphone. Hein, donc, c'est une étude qui a été faite par Deloitte auprès de 25 000 détenteurs de smartphones dans 16 pays en 2017. Donc, c'est très récent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un décalage entre la conscience et l'usage. Pourtant, le mobile, c'est quelque chose d'assez intuitif. On n'est pas dans un cas professionnel. On n'est pas dans la mise en place d'algorithmes dans une structure professionnelle. Mais regardez, on a quand même des écarts importants. C'est intuitif, on en a conscience, mais on l'utilise pas forcément dans l'intégralité. Donc on a des décalages entre effectivement la conscience et l'usage. Alors,
quand on travaille sur les modèles économiques, ben, on s'aperçoit finalement, c'est bon, je suis dans les temps, c'est bon, Valérie? Oui, mais c'est parfait. On s'aperçoit effectivement que l'intelligence artificielle va impacter, donc comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des secteurs d'activité, va avoir une incidence forte sur effectivement le processus de création de valeur. Bon. Par contre, il y a un enjeu qui est assez intéressant et assez important, et aujourd'hui les entreprises ont de la difficulté à l'appréhender, c'est qu'avec des technologies d'intelligence artificielle, on va devoir faire l'effort, ce qui est assez difficile en entreprise, surtout dans certains secteurs d'activité, de fusionner les domaines du décisionnel et de l'opérationnel. Ça, c'est pas forcément évident et c'est quelque chose que l'on doit être capable de faire quand on travaille en intelligence artificielle. Alors, un modèle économique, là je vous ai fait quelque chose de relativement simple et puis après je travaillerai sur des extrapolations sur 3 secteurs d'activité. Il faut savoir qu'on a dans un premier temps en fait ce que l'on propose au marché, hein, donc proposition de valeur, segments, canaux, relations, expérience client. Pour délivrer cette proposition de valeur, il faut ça repose sur des activités, des ressources, des partenaires. Ceux qui me connaissent connaissent puis il y en a beaucoup qui connaissent ce modèle-là. Équation de profit, structure de coût, génération de revenus. Et moi j'intègre toujours en plus 3 composantes qui sont pour moi extrêmement importantes, qui sont la culture, le type de management et le type d'organisation. Aujourd'hui, si vous développez un programme d'innovation, si à un moment, on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Yves, si à un moment donné il y a un comité de surveillance qui est pas d'accord, qui met 6 mois pour prendre une décision, ça va être très difficile. Alors globalement, ce qui est assez intéressant, on s'aperçoit quand on travaille, alors j'ai essayé de faire cette extrapolation et de donner du sens à tout ça, parce que je vous avoue que j'ai un peu galéré, on se rend compte que quand on met en place des algorithmes d'intelligence artificielle ou des outils d'intelligence artificielle, il faut penser à la valeur des données et des insights tout au long du tissu organisationnel et dans le processus de décision. Et ça, c'est pas forcément évident, parce qu'on n'a pas l'habitude d'intégrer justement le traitement de la data, l'exploitation de la data dans l'ensemble du processus. Et ça doit traverser à la fois la logistique, l'infrastructure, ça a une incidence sur ce que vous allez proposer au marché, sur la façon dont vous allez vous connecter à vos clients, la façon dont vous allez optimiser, valoriser, exploiter les données que vous récupérez. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu qui est aujourd'hui extrêmement difficile, hein, donc vraiment avoir conscience de l'importance de ces données et du rôle qu'elles peuvent jouer, mais dans tous les maillons du modèle économique. Donc ça, c'est vraiment un défi que peu d'entreprises aujourd'hui sont, je pense, capables de régler, même des grosses entreprises. Les études montrent qu'il y a à peu près une dizaine d'entreprises internationales qui aujourd'hui ont la capacité, une dizaine seulement, hein, dans le monde, d'avoir effectivement une plateforme qui pourrait gérer l'intelligence artificielle et le déployer au niveau du décisionnel et de l'opérationnel. Alors ce qui est important dans l'équation de profit aussi, bien sûr, c'est un rapport usage-coût fondamental. Quels sont les usages ? Quel est le bénéfice de chaque usage, le coût, et faire un rapport coût-usage extrêmement important. Et au niveau de la culture et du style de leadership, vous allez voir, ça dépend des types d'activités, mais il y a vraiment un véritable changement, un accompagnement à faire pour être capable de rendre les entreprises intelligentes. J'ai mis les entreprises intelligentes, ça comprend les technologies, l'ensemble des process, et ça, c'est pas forcément évident à faire. Alors, j'ai tenté l'exercice, et alors, c'est perfectible, hein, je vous dis, personne ne l'a fait, j'ai récupéré énormément d'informations, j'ai essayé de modéliser tout ça. Donc, j'ai pris 3 cas d'usage, comme j'aurais pu le faire sur les médias, j'aurais pu le faire sur le monde juridique, mais nous n'avons qu'une demi-heure, donc j'ai choisi 3 secteurs d'activité, service avec une extrapolation de cas d'usage du secteur bancaire, le retail et l'industrie. Voilà. Alors regardez bien au niveau des services, avec le cas d'usage du secteur bancaire, on s'aperçoit, alors si on prend la proposition de valeur, ce que ça va amener en termes de valeur ajoutée pour le marché, on s'aperçoit que ça permet effectivement de faire de la personnalisation, Eric vous en parlera tout à l'heure, à un très très haut niveau, d'accord, avec une connaissance client extrêmement importante. Capacité d'adaptation au comportement individuel. Donc ça c'est important parce que jusqu'à maintenant on n'était pas capable, et c'est là où la technologie et le cas d'usage, par exemple la reconnaissance d'image, la reconnaissance de forme, prend son sens dans le modèle économique. Si on est capable de faire de la reconnaissance de forme, de la reconnaissance d'image, on est capable de capter des comportements de clients et effectivement de travailler différemment l'expérience client. Donc c'est vraiment le retour de l'utilisation des cas d'usage. Adéquation en temps réel, service, besoin des clients. Donc on a une adéquation extrêmement intéressante au niveau de la temporalité. Optimisation de la gestion des sinistres, Eric vous en parlera, et gain de temps, efficacité, sécurité. Donc au niveau de la proposition de valeur, c'est quand même assez important.
important. Regardez au niveau de la relation client. J'ai trouvé des chiffres, il y a une étude qui a été faite sur le secteur bancaire. Ça devrait améliorer la satisfaction client de 67%. Je vous donnerai les références si ça vous intéresse. La fidélisation, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui va renforcer effectivement les liens entre la banque et ses clients. Expérience client, l'étude a montré que ça aurait aussi 67% d'incidence sur l'amélioration de la connaissance client, puisqu'on est capable d'avoir une vision beaucoup plus précise effectivement de la cible. Optimisation de l'expérience utilisateur. Attention, si c'est bien fait, parce qu'il peut y avoir une expérience utilisateur négative quand on utilise de la technologie, donc là c'est important. L'interface, on s'aperçoit que finalement, l'intelligence artificielle est une véritable interface et une méthode d'interaction client. Donc ça c'est important. Alors regardez bien au niveau des activités ressources. Si bien utilisé, là aussi des chiffres, toujours analyse et obtention des données, il faut être capable de le faire. Alors ce qui est intéressant dans le secteur bancaire, pourquoi c'est aussi avancé dans le secteur bancaire, c'est que c'est le seul secteur où on a effectivement des historiques d'une profondeur extrêmement importante sur les données clients. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y a des cas d'usage qui sont extrêmement intéressants à analyser. Donc développement de nouvelles activités, 22%. L'utilisation de l'intelligence artificielle devrait les amener à 22% de développement de nouvelles activités dans le secteur bancaire, 56% d'amélioration de la productivité, puisqu'en fait ça va permettre d'optimiser, 5 minutes, le processus décisionnel, amélioration de la détection des fraudes. Alors, j'avais pas imaginé que c'était aussi percutant dans la détection des fraudes, mais effectivement 89% d'amélioration dans la détection des fraudes, c'est quand même assez impressionnant. Alors ça nécessite par contre, attention, des réajustements. Je vous ai dit qu'il fallait fusionner l'opérationnel, le décisionnel. Donc mise en adéquation infrastructure IT actuelle. On a très peu d'infrastructures IT actuelles qui sont adaptées à des modes d'organisation liés à l'intelligence artificielle. Recrutement. Bien sûr, formation continue, on recrute aujourd'hui des profils qu'on n'a pas forcément. Convergence, équipe projet, on s'aperçoit que la convergence est importante. Alors les partenaires, vous allez voir, je passe un peu plus de temps sur le premier parce qu'après il y a des choses communes. Sinon je vais me faire gronder. Alors écosystème, alors ça c'est fondamental. J'ai regardé tout, j'ai lu énormément d'articles, on s'aperçoit qu'on ne peut pas, c'est pour ça qu'on a des startups avec nous ce matin, on ne peut pas aujourd'hui, même si on est une entreprise extrêmement importante, on ne peut pas monter un programme d'intelligence artificielle sans avoir recours à des startups, à un écosystème de partenaires, à effectivement des prestataires, des offreurs externes, des labs, de la communauté scientifique. C'est indispensable. Si on ne travaille pas en écosystème, on n'y arrivera pas. C'est le cas d'Euratech aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est aussi investi dans Euratech à Schema. Donc structure coût, augmentation du rapport coût-efficacité, avec une réduction du coût du risque client de 67% aussi. Donc on est sur des taux importants. Et alors, tenez-vous bien au niveau des revenus. Ça devrait convaincre n'importe quel banquier. Je l'ai dit hier et il était convaincu. 44% d'amélioration du développement du produit net bancaire. Donc on est quand même sur des améliorations significatives en cas de déploiement pertinent de l'intelligence artificielle. Alors par contre, le grand problème au niveau culturel, c'est être capable de générer de l'appropriation et de l'acceptabilité. C'est compliqué pour des salariés, sachant qu'ils imaginent que ça va leur prendre leur travail. Changement, gouvernance des données. Il faut une véritable gouvernance des données. On va voir que la donnée, elle est extrêmement sensible, donc il faut être capable effectivement de la gérer. Acculturation des managers et bien sûr travailler en équipe projet. Donc vous voyez que ne serait-ce que dans le secteur bancaire, j'ai fait ça, c'est perfectible, Là, j'ai récupéré un peu, j'ai analysé les conférences, les documents, et quand même, l'exercice de modélisation, il est déjà assez convaincant sur la pertinence effectivement de l'intelligence artificielle dans le secteur du service et dans le secteur, notamment ici dans le secteur bancaire. Si je prends le cas du retail, on discute beaucoup avec les acteurs de la région au niveau du PICOM. On a effectivement au niveau de la proposition de valeur, quelque chose d'extrêmement important, c'est une vision client unique, un seul compte, une identification. Donc on est vraiment aujourd'hui, vous allez mieux comprendre avec les explications des startups, on est vraiment aujourd'hui dans de la recommandation personnalisée. Ça c'est extrêmement intéressant. Capacité d'adaptation toujours au comportement individuel, puisqu'on a d'autres méthodes de segmentation. Connaissance en temps réel du parcours, du contexte, des attentes clients, puisqu'on est capable de prendre des données non structurées qu'on ne pouvait pas prendre au préalable. Prédictibilité renforcée des comportements d'achat. Je vous rappelle, ce sont des algorithmes prédictifs, donc ils vont nous permettre d'avoir une visibilité extrêmement intéressante. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est effectivement, alors même pour les banques, ils pourraient très bien l'utiliser, c'est de la tarification dynamique, voire individualisée. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va permettre effectivement de générer un prix spécifique par client, même en retail. Il y a déjà des applications qui permettent à un moment de dire dans un magasin où le client, combien êtes-vous prêt à payer pour ce produit, et l'algorithme est capable effectivement
effectivement d'y proposer un prix cohérent avec la structure de marge de l'entreprise et du retailer. Donc on est sur des évolutions, oui, assez significatives. Voilà. Donc là, pareil, au niveau des interfaces, c'est extrêmement intéressant parce que là, on est vraiment... vous savez qu'aujourd'hui, on a l'ATAWA DAC pour les retailers, donc c'est Anytime, Anywhere, Any Device. Aujourd'hui, on a rajouté Any Cloud. Et l'intelligence artificielle est vraiment au service de l'omnicanalité. C'est vraiment quelque chose qui va rendre les frontières beaucoup plus perméables entre les différents canaux. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un des gros enjeux des retailers, effectivement, c'est l'omnicanalité et le parcours cross-canal. Donc, on retrouve toujours, bien sûr, des impacts, vous irez voir de détails, au niveau des activités ressources. Donc, il faut digitaliser les tâches. Il faut, à un moment donné, au niveau des entrepôts, être capable de travailler, effectivement, sur l'adéquation des entrepôts, des magasins avec les éléments technologiques que vous allez y mettre. Par contre, j'ai oublié d'enlever, désolé, je vais l'enlever après, je t'enlèverai. J'ai oublié d'enlever la nature des revenus pour les banques. Et là, en termes de culture, ce qui est vraiment conseillé pour l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est de faire tomber les silos. Vraiment faire tomber les silos parce que aujourd'hui dans l'activité retail, ce sont vraiment les silos qui empêchent effectivement de mettre en place ce genre d'outils. Alors dernier, donc un cas d'exemple toujours dans le secteur du retail, c'est par exemple le chatbot. Le chatbot, c'est un agent conversationnel qui va permettre à un moment donné de travailler sur la relation client. Alors ce qui est assez intéressant, c'est pas un monde parfait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que finalement le chatbot va permettre quand même de régler 50% des interactions entre le client et la machine pour répondre à une demande. Donc c'est beaucoup plus sympa que d'avoir tapé 1, tapé 2, tapé 3, tapé 4. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui peut optimiser et faciliter la relation client. Donc là, on est sur des choses intéressantes. Dernier cas de figure, l'industrie. Alors là, l'industrie, les enjeux sont très importants aussi, différents, mais très importants. Beaucoup plus d'impact, effectivement, au niveau de la partie infrastructure. Je ne vais pas trop bouger parce qu'on est filmé. Au niveau de la partie infrastructure, donc on est vraiment sur de l'optimisation de la supply chain, l'optimisation des activités, traitement automatisé des tâches verticales techniques. On va voir que l'intelligence artificielle, effectivement, nous permet de travailler de façon verticale, en fait, avec des puissances de calcul extrêmement intéressantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des algorithmes qui permettent d'optimiser le suivi et la détermination du succès d'un lancement des produits. On est capable, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, de rationaliser la gestion des stocks, de rationaliser effectivement tout le process. Donc là, on est quand même sur des choses extrêmement intéressantes. Donc globalement, au niveau de la proposition de valeur, on retrouve un taux, on devrait retrouver, attention, on est en prospectif, on devrait retrouver effectivement un taux élevé de disponibilité des produits et une prestation de service optimale, si c'est bien fait, avec toujours une optimisation de la tarification. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, là, on est clairement, par contre, au niveau du leadership et du management, ce qu'on retrouve beaucoup moins dans le retail et dans la banque, c'est que dans l'industrie, un effort va devoir être mis sur l'interaction homme-machine. Parce que l'interaction homme-machine, dans l'industrie, sera beaucoup plus probante et beaucoup plus importante que dans le retail et dans le domaine des services. Donc être capable de faire collaborer effectivement et d'assurer la transition du fonctionnement homme-machine. Et bien sûr redonner le pouvoir de l'intelligence aux collaborateurs. La seule chose que j'ai oubliée, et je reviens là-dessus, c'est qu'effectivement à la fois en retail et au niveau du secteur bancaire, la disruption, elle est sur quoi ? Elle est sur la segmentation. Sur le fait qu'on échappe aux segmentations traditionnelles, on va beaucoup plus loin dans la segmentation, enfin c'est même plus de la segmentation, ils vous expliqueront ça, on va beaucoup plus loin dans l'approche client, et l'approche client est pour moi disruptive. La partie gauche, ça va optimiser les process, on va générer de la valeur ajoutée additionnelle, mais pour moi la véritable disruption, si on doit parler de disruption, elle est vraiment dans le processus d'approche client et dans l'approche marché. Voilà. Bien, bonjour à tous. En ce cas, je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour vous présenter le sujet IA que nous portons chez Nexai. Je suis donc Éric Iblé, cofondateur, l'un des 3 cofondateurs de la société. Alors moi, j'ai une mission très transversale au niveau de la société puisque je suis le CIO et mes associés portent la partie technologique, la partie innovation et la partie intelligence artificielle. Donc ce matin, j'aurai plutôt un angle plutôt métier, plutôt que scientifique, puisque je n'en ai pas les capacités à vous décrire tout cela dans le détail, mais toujours est-il que l'idée étant de pouvoir travailler sur les applicatifs métiers et puis se projeter en tant que, si vous êtes dans une entreprise, vous projeter sur l'avenir de l'IA. Alors,
on en a parlé tout à l'heure, mais ce qui est important comme préambule, c'est de pouvoir associer intelligence artificielle avec data. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans data. C'est très important de le souligner, puisque pour construire des modèles, pour construire de l'intelligence, il faut une base, et la base, c'est la data. Alors, depuis plusieurs années, on a parlé de big data, les entreprises se sont structurées, se sont mis en œuvre autour des sujets de collecte de la data, de l'organisation de la data, de la rendre la plus qualitative possible, et après de la rendre la plus accessible possible. Il faut savoir que quand je rencontre un grand nombre de clients, le niveau de maturité autour du big data est parfois très variable. On sait qu'on a de la data, mais on ne sait pas où elle est. Ce sont vraiment des exemples que je côtoie tous les jours. Donc voilà, le préambule étant dit, passons au slide suivant. Évidemment, la data, on en a, il y en aura de plus en plus, parce que les sociétés ont pris conscience de l'importance de la data. Donc on met en œuvre tout ce qu'il faut pour évidemment la collecter, et on se rend compte qu'il y a un facteur exponentiel de la collecte de la data, et c'est la source même de l'intelligence artificielle. Ce qui permet également l'émergence de l'IA aujourd'hui, c'est un terme dont on parlera tout à l'heure, c'est la capacité de calcul, notamment avec ce qu'on appelle les cartes graphiques GPU. Peut-être avez-vous entendu parler, vous êtes peut-être gamer. Nvidia est le leader mondial de la carte GPU, et on va dire qu'aujourd'hui, ces cartes-là servent justement à accélérer les capacités de calcul, et on va dire encore également un facteur exponentiel en termes de capacité et de rapidité de traitement. Et le troisième facteur, c'est que pendant un certain nombre d'années, il y avait ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle, mais pendant cet hiver, des scientifiques, des chercheurs, notamment Yann Lequin, qui est aujourd'hui le directeur du laboratoire d'innovation de Facebook ici en France, ont continué à travailler autour de l'intelligence artificielle, et une date importante à retenir, c'est 2012. En 2012, comme chaque année, il y a une compétition de reconnaissance d'images. La communauté scientifique se challenge chaque année. Et en 2012, l'équipe de Yann Lequin est arrivée avec une approche différente pour justement participer à cette compétition. Et d'un coup d'un seul, il y a eu plus 20 points de taux de reconnaissance au niveau de la reconnaissance d'images. Évidemment, la communauté scientifique, pour quelle raison? Et donc, effectivement, Yann Lequin est arrivé avec l'approche Deep Learning, apprentissage profond, qui est une nouvelle branche, sous-catégorie du machine learning et de l'intelligence artificielle. Donc c'était important, puisque évidemment les années suivantes, en gros, toutes les autres équipes ont pris la même approche scientifique autour du deep learning. Voilà pourquoi l'émergence aujourd'hui de l'intelligence artificielle, les 3 points clés ont été dit. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, vous écoutez les médias, aujourd'hui c'est un terme qu'on entend tous les jours dans les médias. Il n'y a pas un journal télévisé, il n'y a pas une émission de radio ou dans les médias papier où on ne parle pas d'intelligence artificielle. C'est un peu le buzzword du moment, comme il y a peut-être quelques années, le big data était le buzzword. Peut-être que demain on parlera de blockchain, qui sera peut-être un nouveau buzzword, ou bitcoin, on entend de plus en plus parler. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Est-ce simplement de l'informatique? Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui font de l'informatique veulent estampiller leurs produits ou leurs démarches intelligence artificielle parce que ça fait bien. Ou est-ce uniquement autour de systèmes experts? On en a parlé avec Watson, les systèmes experts étant un système où on doit donner à la machine des règles. Et c'est l'humain qui va apporter ce savoir. L'apprentissage du savoir étant fait par l'humain avec des arbres de décision. Les chatbots en sont un peu une illustration aujourd'hui. Pour qu'un chatbot marche, il faut que l'humain indique à la machine, si on dit ça, voilà ce qu'il faut dire. Si on dit ça, voilà ce qu'il faut dire. Et donc il y a toute une phase préalable avant que ça marche. Ou parle-t-on de machine learning? Aujourd'hui, il y a une profession qui est un peu le vent en poupe, c'est la data scientist, la data science, qui aujourd'hui, en fait, qu'on une approche plutôt statistique de la data et qui sont aujourd'hui appuyés par des outils de machine learning. Et le dernier terme, c'est le deep learning, l'apprentissage profond, qui est... Alors, il y a plein de débats là-dessus, où on le met, est-ce que c'est une sous-catégorie de machine learning, est-ce qu'on le met à part? Bon, là, on ne va pas rentrer dans le débat parce qu'il n'y a pas de vraie vérité là-dedans. Là derrière, c'est un apprentissage autonome, un apprentissage automatique. Et c'est sur quoi nous avons l'expertise aujourd'hui, chez Nexai. De notre point de vue, le deep learning, c'est la technologie de rupture de l'intelligence artificielle.
Et s'appuie, donc le deep learning est un ensemble de méthodes d'apprentissage qui s'appuient sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels profonds, qui eux-mêmes s'inspirent du fonctionnement des neurones et des synapses du cerveau humain, et qui apprennent par entraînement sur un grand nombre d'exemples dont on a un résultat historique connu. D'où l'importance d'avoir de la data de qualité, et de la data labellisée. Labellisée, ça veut dire qu'on a un grand nombre d'exemples historiques, et on sait ce qui s'est passé. Reprenons l'exemple de la reconnaissance d'image, par exemple, pour illustrer. Pour que ça marche, il faut qu'on entraîne la machine à partir d'un nombre d'exemples qui ont été étiquetés, labellisés, c'est-à-dire c'est une voiture, c'est une voiture, c'est une voiture, c'est un oiseau, c'est un oiseau, c'est un oiseau. Et à force d'itération, à force d'exemples, quand on va représenter une image que le système n'a jamais rencontrée, à un moment donné, il va pouvoir dire ça c'est une voiture, parce qu'il aura appris le concept de voiture, ou le concept de l'oiseau. Voilà pour l'illustration. Nous faisons la même chose, mais sur d'autres natures de données notamment. Nous pouvons combiner, nous pouvons traiter des données à la fois complexes, hétérogènes, ce qu'on appelle des données structurées, des données numériques, par exemple, ou des données non structurées. Non structurées, ce sont justement les images, on en a parlé, des textes, des sons, par exemple. Et la force du deep learning, c'est de pouvoir combiner et de pouvoir traiter, par des modèles d'apprentissage, toute nature de données et de pouvoir les combiner entre elles, à partir de réseaux de neurones. Mais pour cela, évidemment, il faut un historique d'exemples, on en a parlé, sur lequel l'intelligence va pouvoir s'appuyer pour comprendre le concept que l'on essaie d'étudier dans le cas d'usage que nous sommes en train d'étudier. Et tout cela avec qualité de résultat, niveau de performance des résultats. Quand on compare par rapport à d'autres approches du type machine learning, on se rend compte qu'il y a une performance bien supérieure en termes de résultats. Là, je vous ai balayé la partie intelligence artificielle de façon très globale, très générique, j'essaie de vulgariser, parce qu'on peut rentrer dans des concepts beaucoup plus larges autour de l'intelligence artificielle, mais c'est comment on peut mettre en œuvre dans l'entreprise, quels sont les applicatifs métiers, et c'est important de passer à la partie suivante, qui est ce que nous faisons, nous, chez Nexai, nous développons des solutions d'intelligence artificielle, l'IA, de prédiction, de détection du comportement des clients. Dans un premier temps, nous faisons un focus métier autour de la banque et de l'assurance, mais notre approche, nos modèles sont génériques. À partir du moment où un cas d'usage est détecté, à partir du moment où la data est disponible, que la data est étiquetée, labellisée, on peut dire que les modèles peuvent tourner sur d'autres types d'activités de métier. J'ai préparé 3 cas plus précis, 3 exemples de ce que nous faisons. C'est plus une illustration pour permettre d'appréhender le potentiel, la valeur des solutions apportées. En accord avec 2 établissements bancaires aujourd'hui, nous sommes en phase pilote avec eux, nous avons développé une solution de prédiction de moments de vie. Moments de vie dans la banque, je vous en ai énuméré, là c'est le cas naissance, mais c'est le mariage, l'entrée dans la vie active, c'est un moment de vie important pour les banquiers, le déménagement, l'achat immobilier, la retraite, on a d'autres moments de vie. À partir de transactions bancaires, comment on peut déceler, prédire des moments de vie. Nous avons aujourd'hui deux pilotes en cours autour de la naissance. Évidemment, pourquoi c'est intéressant pour les acteurs bancaires? Parce qu'évidemment, ces moments de vie s'accompagnent souvent d'un besoin financier. Et évidemment, les banquiers sont là pour accompagner leurs clients dans ces moments importants de la vie. Et aujourd'hui, donc, à partir uniquement de transactions bancaires, nous obtenons des taux de pertinence, la pertinence étant la qualité prédictive, la qualité de détection autour des 85%. Sur la base d'apprentissage, on a eu 1400 exemples, avec des historiques de transactions bancaires sur 13 mois, qui ont été agrégés par catégorie MCC. La catégorie MCC, c'est la catégorie bancaire auquel est rattaché l'acte d'achat ou le commerçant. Et à partir de là, on a pu entraîner. Et ce qui est important de savoir, c'est que sur les 1400 exemples, on avait l'étiquetage naissance dans 50% des cas. Et 50 autres % des cas où là, il n'y avait pas naissance. Et donc, par apprentissage, on peut arriver à produire un modèle prédictif, un modèle algorithmique, pour prédire l'arrivée d'un enfant.
Deuxième cas d'usage à destination de la banque de l'assurance, mais pas uniquement. Les télécoms peuvent être évidemment intéressés par ce genre d'approche. C'est l'attrition. L'attrition est, en anglais on parle de churn, peut-être c'est un terme qu'on utilise davantage. C'est le client qui part à la concurrence. Comment on peut l'anticiper, le prédire? Et toujours avec un appui de données, d'exemples historiques, on peut construire un modèle qui sera apte dans le futur, dès qu'on passera de nouvelles données, de pouvoir catégoriser le client partant ou restant. La force aussi de pouvoir travailler sur l'approche deep learning, c'est pouvoir travailler sur des séquences temporelles. Sur l'exemple précédent, savoir qui est naissance, c'est bien, mais savoir dire à quel mois, évidemment, ça apporte davantage de valeur pour que les équipes commerciales, le conseiller commercial de la banque, puissent agir, intervenir auprès de son client au meilleur moment pour l'accompagner au meilleur moment. La même chose dans l'attrition, à partir du moment où on a des données avec des séquences temporelles, dire quand le client est susceptible de partir, c'est mieux que de dire il va partir. Donc la force et la valeur apportée, évidemment, d'autant plus importante. Nous obtenons aujourd'hui, sur tous les tests et les pilotes sur lesquels on travaille, des niveaux de prédiction positive au-delà des 90%. Dernier exemple, là on travaille plutôt sur les données, ce qu'on appelle non structurées. Les deux cas précédents, ce sont des données numériques avec un grand nombre de variables. Là, on est plus sur du texte. On en a parlé quelque peu avec Watson, puisque Watson, c'est plutôt le traitement de texte. Watson étant plutôt un système expert de notre point de vue, chez nous, c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire que pour que Watson marche, il faut que l'humain intervienne pour mettre en place des règles de logique avec un arbre de décision. En matière de catégorisation d'email, notre approche est une approche complètement autonome, mais je reviens là-dessus, on doit s'appuyer sur un historique, un entraînement à partir d'un historique. Là, dans le cas présent, c'est 60 000 mails, sur 28 catégories. Il faut que sur ces 60 000 mails, la catégorie pour chacun des mails soit évidemment taguée, libellée. Et après, de l'apprentissage se fait de façon complètement autonome, avec des résultats également très très convaincants. Nous arrivons même, quand on parle de mails, de pouvoir déterminer qu'un mail peut être combiné à deux catégories possibles, quand il y a deux sujets potentiels à l'intérieur d'un mail. Et on va même jusqu'à la suggestion de réponse automatique qui découle évidemment de cette première partie. Vous avez à côté ce qu'on appelle une matrice de confusion. Si vous êtes, on va dire, scientifique ou ingénieur, vous savez ce que ça veut dire. C'est une manière de bien déterminer la valeur, ou en tout cas la force d'un modèle, la force du modèle. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une phase chez Nexaï de recherche et développement. Nexaï est lauréat du concours d'innovation numérique, qui est un concours national qui est piloté par la BPI, Banque publique d'investissement, avec un gros programme de recherche et développement autour du deep learning, apprentissage profond, et de la prédiction, la connaissance du comportement client. En conclusion, ce que je voudrais, toujours avec mon œil plutôt de business, plutôt métier, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, c'est le mot du moment, mais à un moment donné, il faut bien commencer par quelque chose. C'est-à-dire que les entreprises, aujourd'hui, doivent prendre conscience qu'il faut commencer à mettre un pied sur ces sujets-là pour prendre de l'expérience. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur ces sujets-là. De mon point de vue, on est au T0 de l'intelligence artificielle, on va dire implémentable ou en applicatif métier. Donc la prise d'expérience aujourd'hui, c'est, on va dire, de la valeur concurrentielle que vous aurez par rapport aux concurrents qui ne se seront pas mis au même moment que vous. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup. Je suis Edwin Grappin. On a monté une entreprise qui s'appelle ScreenSeed. D'abord, merci Valérie et Isabelle de m'avoir invité. Et merci Eric pour la présentation. Je vais d'abord vous parler un peu de ce qu'on fait, parce que c'est un cas d'usage qu'on a développé en interne. Et après, je vais vous parler de ma vision du machine learning et de l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, moi, j'ai un point de vue un peu plus technique que métier, du fait de mon jeune âge. Je n'ai pas encore assez d'expérience pour vous parler de toutes les compétences métiers nécessaires pour mettre en place ce genre de projet. Par contre, je viens de finir ma thèse en statistique, et je vais vous l'expliquer, mais pour moi, la statistique et le machine learning, c'est la même chose. Et par conséquent, sur le plan technique, je peux essayer de vous donner quelques pistes d'information. Alors ScreenSeed, avant d'être ScreenSeed, on s'appelait Sciency, et en fait on est initialement une boîte de conseil, et on aidait les entreprises à mettre en place des projets d'innovation
avec du machine learning. La compétence de mon associé et de moi-même était, et le machine learning. Et par conséquent, on pensait en sortie d'études pouvoir aider les entreprises à commencer à mettre en place des projets, notamment lorsqu'un besoin fortement technique, en sortant des méthodes classiques, pourrait être utilisé. Au point qu'on a commencé à vouloir aider aussi des laboratoires de recherche dans des différents domaines appliqués, notamment un laboratoire en biologie, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de se mettre à travailler sur des programmes d'innovation avec beaucoup d'éléments technologiques et techniques dedans, et que ScreenSeed est né. Alors on continue à faire du conseil à côté, mais maintenant notre principale activité, c'est ScreenSeed. Alors ScreenSeed, c'est venu d'un projet donc en partenariat avec l'INRA, l'Institut national de recherche en agronomie. Et ils ont une problématique évidemment qui est comment on fait pour protéger les graines, comment on fait pour optimiser la germination. Et la raison elle est simple, c'est qu'optimiser la germination, c'est une façon clé de garantir des rendements agricoles élevés. Alors pourquoi? C'est tout simple, si vous avez de l'avance lors de la germination, en fait cette avance vous la rattraperez jamais plus tard. Donc c'est vraiment un moment clé pour les rendements. Et donc pour ça, lorsqu'on s'intéresse au phénomène de la germination, une question c'est est-ce qu'on pourrait mettre en place le principe fondamental d'un processus de décision, et particulièrement dans le machine learning, qui est de dire est-ce qu'on peut prendre des décisions par rapport à chaque expérience qu'on fait, et pour ça évidemment pour prendre des décisions, il faut prendre énormément d'informations. Donc le projet a commencé à s'intéresser à ce phénomène, est-on capable de mesurer pour chaque expérience la qualité germinative des graines. Et en fait ça aujourd'hui, si vous prenez les façons de faire, ça se fait à la main, tout simplement parce que c'est des données qui sont compliquées à traiter. Donc ça se fait à la main. Alors souvent, ils travaillent sur des graines qui sont tout petites, donc en fait, ça se fait pas à la main, ça se fait même au microscope. Et ils mesurent à intervalles réguliers la longueur des racines, le fait que ça ait germé ou pas, etc. Donc ça représente des coûts énormes. Et en fait, pour faire des découvertes, il faut faire énormément d'expériences. Alors si vous voulez découvrir des nouvelles molécules, comme fait l'industrie pharmaceutique pour les médicaments, il faut tester des dizaines de milliers de molécules. Alors qui dit tester des dizaines de milliers de molécules, ça veut dire faire plusieurs répétitions, plusieurs expériences sur chaque molécule. Et donc si vous passez 3-4 heures sur chaque expérience, vous vous retrouvez avec des temps de recherche monumentaux pour à la fin découvrir une molécule qui peut-être fonctionne pour protéger d'une certaine maladie. Donc ça rend le processus beaucoup trop coûteux. Et de ce fait-là, c'était intéressant pour l'INRA de se poser la question, est-ce qu'on est capable d'automatiser ce système en arrivant avec d'abord un processus d'acquisition de données, avec différents capteurs optiques, et ensuite surtout de traiter ces données pour pouvoir évaluer la qualité germinative des graines. Et évidemment, la qualité germinative des graines selon certaines conditions. Si vous rajoutez telle molécule, s'il fait chaud, s'il fait froid, etc. Voilà. Donc nous, c'est ce cas d'usage sur lequel on a beaucoup travaillé. On a tellement travaillé dessus qu'à un moment, on a compris qu'on pouvait monter une start-up sur ce projet en partenariat avec l'INRA, avec qui on continue à avoir des partenariats de recherche. Donc ça, voilà, c'est pour vous donner un peu un usage possible. Et ce sur quoi je veux insister, en fait, c'est les applications. Alors pourquoi les applications? Parce qu'in fine, c'est ce qui doit motiver un programme d'innovation en machine learning, selon moi, avant de se poser la question quelles informations je dois récupérer, comment les traiter. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord surtout pourquoi le faire. Alors, dans le cas précis, vous avez de nombreuses applications possibles. Alors, de la plus simple, qui s'appelle le traitement des semences. Le traitement des semences, ça consiste à inoculer des molécules directement dans la graine. Alors, inoculer, c'est pas le bon terme technique, mais c'est quand même ça qu'on peut imaginer. Alors, pourquoi ça serait génial de faire ça? C'est simple. Si vous faites ça, vous pouvez réduire la pollution dans les sols, la pollution dans les aliments qu'on ingurgite, tout en protégeant la plante de la germination jusqu'à la récolte. Alors vous avez d'autres applications, évidemment, vous avez tout ce qui est génomique et génétique. Alors les OGM en font partie, vous avez aussi l'édition génétique, vous avez aussi la sélection de variétés, et notamment le contrôle qualité. Donc le contrôle qualité, c'est ce qui vous permet de vous assurer, avant qu'on mette sur le marché une nouvelle variété de semences, qu'elle soit efficace pour l'agriculteur et non dangereuse pour notre alimentation. Et enfin, vous avez une autre question intéressante, c'est comment demain est-ce qu'on peut faire pousser des graines et donc des plantes et donc récolter dans des conditions extrêmes. Alors on pense tout de suite à l'Afrique et le Moyen-Orient, mais en fait il y a aussi d'autres conditions dans les régions nord et sud du monde qui sont aussi des enjeux énormes.
Et bien sûr, vous avez la question de demain, si on devait faire pousser sur notre planète ou à l'intérieur d'agences spatiales, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle là, l'ISI, comment on fait pour faire pousser dans des conditions comme ça, sachant qu'il y a des contraintes énormes de type, il n'y a plus de gravité, une graine pour germer, ça a besoin de gravité, ce genre de questions. Donc voilà, vous avez toutes ces questions, et pour répondre à toutes ces questions, en fait, ce qu'il faut, savoir énormément d'informations et pouvoir tester massivement un grand nombre d'expériences. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce projet, et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que nous, quand on a développé cette solution, en fait, on a exactement pris ce processus, c'est-à-dire qu'on a d'abord développé des capteurs qui permettent de prendre énormément de données. Par la suite, grâce à ces données, on a développé nos algorithmes qui permettent de, cette fois-ci, avoir l'information nécessaire. Et surtout, dernier élément dont on ne parle pas toujours, mais qui est essentiel, c'est d'avoir une interface, quelle qu'elle soit, qui permet à l'utilisateur final de prendre sa décision. Si vous n'avez pas cette décision finale, au final, vous avez plein de connaissances, mais qui ne servent pas en termes de valeur métier pour prendre une décision parmi les décideurs. Voilà. Donc ça, selon moi, c'est les 3 phases essentielles dans un projet de machine learning ou d'intelligence artificielle. C'est l'acquisition de données, le traitement de ces données, et enfin la prise de décision. Et il faut vraiment que la prise de décision soit l'élément qui structure les besoins de chaque étape précédente. Alors, moi, ce que j'aimerais vous parler maintenant que je vous ai parlé de ce premier cas d'usage, c'est justement ce que disait Eric sur la maturité des entreprises. Alors, je suis désolé, c'est un peu flou, j'avais pas pensé que ça serait flou, mais il y a ce qu'on appelle la pyramide des besoins. Alors, il y a écrit data science à côté, mais comme l'a dit Eric, data science, machine learning, deep learning ou même big data, c'est quand même des éléments qui sont assez proches. Donc, on peut peut-être oublier le mot data science ici pour pas mettre de débat. Il faut bien comprendre, exactement comme pour la pyramide de Maslow en termes de pour nous les humains, il faut bien comprendre qu'il y a des besoins différents selon notre maturité au sein de chaque entreprise. Alors ici, on parle d'abord de collecter les données, et en fait, sans cette première fondation, il est impossible derrière de faire des choses. Pourquoi ? C'est en fait, comme disait Eric, c'est votre essence pour pouvoir faire des choses. La deuxième chose importante, c'est de les stocker, de les déplacer, de les ranger, de façon à ce qu'elles soient suffisamment structurées pour les utiliser. D'accord ? Alors c'est assez classique, ça c'est souvent l'étape sur laquelle on se rend compte au sein des entreprises qu'il y a une vraie limite. On stocke plein de données, notamment dans plein de départements différents, il y a d'énormes silos, et au sein de ces silos, on n'est pas capable de savoir qui a quoi comme données. Voilà. Et ensuite, évidemment, là où ça devient intéressant, c'est de commencer d'abord à explorer ces données de façon très simple, avec des statistiques classiques, avant d'arriver sur des questions plus complexes, où au fur et à mesure, on peut rentrer sur des algorithmes de machine learning de plus en plus complexes, pour prendre des décisions qui sont de plus en plus fines, et souvent qu'on n'aurait pas pu avoir juste de façon intuitive, nous humains. Voilà. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus, ça me semble être un point. On imagine toujours que le machine learning, ça doit commencer par un programme qui peut appartenir qu'au GAFA, et en fait, il y a plein de petites étapes, et au fur et à mesure, la culture de l'entreprise acquiert ses connaissances et peut au fur et à mesure progresser dans le niveau d'intégration du machine learning dans ses prises de décision. Voilà. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est justement la fameuse nomenclature autour de la donnée. Alors effectivement, il y a l'IA forte, l'IA faible. On parle aussi de deep learning versus machine learning versus statistical learning. Tous ces éléments, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de... Je pense qu'on se prend un peu trop la tête avec tout ce vocable. Et finalement, si on regarde, en sous-jacent, c'est souvent les mêmes concepts de techniques qui sont utilisés. C'est-à-dire que vous preniez... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, il y avait 2 communautés scientifiques. D'un côté, la statistique, de l'autre côté, le machine learning. D'accord ? Le machine learning vient principalement du domaine du computer science, alors que la statistique vient vraiment à la base plutôt de la probabilité et des questions gouvernementales, d'avoir des sondages, etc. Et vous avez ces deux domaines qui, en fait, au fur et à mesure, on s'en est rendu compte, ont commencé à traiter des sujets communs. Et ça a commencé à ne plus faire sens de vouloir séparer ces 2 éléments. Donc maintenant, on parle par exemple de statistical learning.
Et je pense que c'est une sorte, pour les statisticiens, c'est une façon de dire ne nous repoussez pas du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Mais globalement, si on regarde la littérature depuis ces 20 dernières années, voire plus, on se rend compte qu'en fait, ça traite les mêmes sujets. Alors, c'est assez surprenant parce qu'on imagine que la statistique, c'est faire des moyennes, faire de la probabilité. Et en fait, la statistique, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est simplement qu'au fur et à mesure, avec les capacités d'acquisition de données et de traitement de ces données, avec les nouvelles problématiques d'aujourd'hui, on se rend compte que les questions deviennent très proches avec celles du machine learning. Voilà. Donc, à mon sens, il ne faut pas être perturbé par les différences de noms pour ce même concept. Au final, l'objectif, c'est de savoir comment récolter, lire et traiter ces données pour prendre une décision. Donc, à mon sens, si on comprend ce concept-là, quelle que soit la définition qu'on donne derrière, on a une première approche. Alors maintenant, ce dont j'aimerais parler, c'est la différence entre intelligence forte et intelligence faible. Alors, intelligence forte, ma croyance, c'est qu'il va falloir une disruption massive dans la science et dans la technologie pour qu'on y arrive. C'est-à-dire que là, pour le coup, la statistique ou l'intelligence artificielle ou le machine learning qu'on connaît aujourd'hui, qui est une sorte de continuité dans la progression académique, scientifique, technique et application métier, ne permettra pas d'aller sur l'intelligence forte telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il va falloir une vraie disruption. Je ne sais pas si elle sera possible ou pas, c'est de l'ordre de l'invention et de l'innovation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne converge pas vers ça. Par contre, ce que nous, on entend dans notre tête comme ce qu'est l'intelligence forte, en fait, c'est pas forcément si fort. C'est-à-dire que prendre une décision automatisée, que ce soit dans le domaine militaire, dans l'armement, pour un robot, de prendre la décision de considérer cette personne comme un ennemi, ça n'appartient pas forcément à l'intelligence forte. C'est beaucoup plus simple comme décision à prendre que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement se dire, est-ce que cette personne a un comportement agressif, à définir selon un certain niveau de données, et donc ensuite prendre une décision qui est très simple, qui s'appelle tirer sur une gâchette. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui n'appartient pas à l'intelligence forte, techniquement parlant, mais qui pourtant pourrait avoir des impacts désastreux dans nos sociétés. Et là, évidemment, je prends l'exemple le plus flagrant, mais il y a un grand ensemble de ce type-là. Voilà. Donc, mon deuxième message, c'est je pense qu'il faut pas se dire que l'intelligence forte, c'est demain. Par contre, ce que nous, dans notre tête, on appelle l'intelligence forte, en fait, ça appartient peut-être à l'intelligence faible, simplement avec des données qui sont moins structurées que ce qu'on connaît. Voilà. Pour finir, il y a le troisième message que j'aimerais vous faire passer. Je ne sais pas s'il me reste du temps. Génial, super. Le dernier message dont j'aimerais vous parler, c'est finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, derrière le deep learning, derrière l'apprentissage statistique, qui fait justement qu'on se différencie, nous, humains, de ce domaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des ordinateurs qui sont là pour combiner des données qu'ils ont déjà observées, et à partir d'une certaine combination, très complexe ou très simple, qui va de faire une moyenne pondérée à utiliser des réseaux de neurones dont on ne comprend pas exactement l'interaction, mais simplement en combinant des données précédentes, essayer d'inférer une nouvelle donnée. Donc, hier, vous avez observé des chiens en photo, vous avez observé des chats, et à chaque fois, lors de votre enfance, vos parents vous ont dit « ceci est un chat, ceci est un chien ». Vous avez essayé de deviner, au fur et à mesure, vous commencez à pouvoir distinguer le chien du chat. Et en fait, si demain on vous apporte une nouvelle espèce, vous allez avoir la capacité de vous dire « ça n'a pas l'air d'être un chat, ça n'a pas l'air d'être un chien, je vais peut-être essayer de deviner que c'est autre chose ». Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à faire pour la statistique, le machine learning ou tout autre domaine proche, c'est d'inférer, d'aller comprendre de lui-même quelque chose qu'il ne connaît pas et dont il ne peut pas se référer. Et c'est très important de comprendre ça parce qu'en fait, le concept d'innovation, de nouveauté, qui est finalement quelque chose peut-être qui est une facilité que l'homme a, se distingue clairement du fait de combiner des données pour prendre une décision finale. Et ça, je pense que si on veut distinguer, à mon sens, il ne faut pas forcément chercher à distinguer intelligence artificielle de deep learning, etc. Par contre, de distinguer intelligence de prise de décision informatique, je pense que le gap, il est sur cet aspect-là, de notre capacité à inférer des choses nouvelles à partir de données anciennes, versus uniquement combiner ces données, pour l'informatique,
pour prendre une décision. Et ça, à mon sens, c'est là où il y a une distinction de fond.